Aujourd'hui, je vous emmène à Saumur, la ville du cheval, entre autres, et cela tombe bien puisque nous fonçons à l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'IFCE pour les intimes, pour faire la connaissance de Marion Renaud, sa directrice marketing et communication. Comme vous l'avez deviné, Marion est une passionnée de cheval. Pour autant, elle n'était pas communicante initialement puisqu'elle est ingénieure de formation. Et vous allez voir que sa tête bien faite et bien pleine a des choses absolument passionnantes à dire vis-à-vis de ce magnifique métier que nous faisons toutes et tous, à savoir la com et le marketing son cousin. Dans un premier temps, Marion va vous parler des marques de l'IFCE, dont le magnifique cadre noir de Saumur que vous connaissez toutes et tous, même si vous n'êtes pas nécessairement des fans d'équitation. Elle va vous expliquer également comment elle a remis les choses à plat et réorganisé le service communication de l'IFCE, comment elle fait la communication de la communication. Oh oui, faire la com de la com est absolument fondamental, même si vous êtes au COMEX ou l'équivalent dans cette très belle institution publique. Et puis évidemment, Marion va vous donner des conseils de carrière, mais surtout retenez que Marion, certes, est passionnée d'équitation, vous l'avez compris, mais qu'elle sait aussi faire preuve de raison. Et je dois vous avouer que cet épisode est absolument passionnant, et ce, à plus d'un titre. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. J'ai bien fait une fois dans ma vie de l'équitation durant une semaine, mais j'avoue que je découvre, depuis que je produis le podcast Parlons Cheval pour l'IFCE, eh bien je découvre la filière équine qui est absolument passionnante, et vous allez le voir, Marion en est une très très digne représentante. Très très bonne écoute, et n'oubliez pas de vous abonner au podcast, ni de mettre 5 étoiles sur Apple et Spotify. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Marion. Salut, tu vas bien Laurent ? Ah écoute, je vais très très bien, je vais d'autant mieux Marion, que c'est un retour pour moi à l'IFCE. Alors sachez-le, chers auditrices, auditeurs, l'IFCE est client de l'agence Maverick, j'ai cette chance-là, et c'est toujours un plaisir de revenir à Saumur, puisque nous sommes à Saumur, à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Marion, tu en es la directrice marketing et communication. Tout à fait. Tu as fait quasiment toute ta carrière, allez, on va dire les choses clairement, aux haras nationaux, puis l'IFCE, mais tu sais quoi, je vais me taire, je vais te laisser te présenter. Les habitués du décodeur t'ont déjà entendu avec Séverine Adam, où tu parlais de ton parcours, mais là on va parler de ton parcours et de ta passion. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé. Marion, je te laisse te présenter s'il te plaît. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, je suis Marion Renaud, la directrice communication et marketing de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et donc, je suis à ce poste depuis juillet 2018 maintenant. Mais effectivement, mes postes précédents étaient déjà au sein de l'Institut français du cheval et de l'équitation, où j'ai travaillé en tant que chargée de communication et marketing, ça c'était au début. Puis j'ai pris des postes plutôt liés à la production de contenu, d'édition, d'organisation de colloques, où j'étais responsable d'un service en fait, qui organisait toute cette production. Et puis quand le poste de directrice communication et marketing s'est libéré, là j'ai sauté sur l'occasion, j'ai quitté la Normandie où j'étais précédemment installée au Haras national du Pin pour arriver à Saumur, donc toute fin 2018 à l'occasion de cette prise de poste. Alors félicitations. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'Institut français du cheval et de l'équitation ? Alors on a un peu compris, français, c'est donc quelque chose qui est public. Tout à fait. Le cheval et l'équitation, merci, nous sommes dans le canasson, si je puis m'exprimer ainsi. Ce sera la seule fois que je parlerai ainsi de ce magnifique animal qu'est le cheval. Mais si tu donnes une marque, peut-être la plus connue de l'IFCE et plus connue que l'IFCE, c'est qui, entre autres, c'est le cadre noir. Le fameux cadre noir de Saumur. Donc, Marion, on fait un spoiler direct. Tu aimes le cheval, j'espère. Alors, oui. Ça alors, c'est quand même sacrément étonnant. Alors, on va y revenir, parce qu'il y a cette passion-là qui est très importante. On va évidemment parler de ton métier, mais ce qui est fou, c'est que l'Institut français du cheval et de l'équitation, donc c'est ce qui gère grosso modo toute la filière équine en France, dans notre beau pays ? C'est ça, c'est l'opérateur public pour la filière équine. Donc on travaille avec l'ensemble des professionnels et des gens qui organisent la filière équine en France pour l'accompagner et faire en sorte qu'elle soit armée à répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et Dieu sait si c'est une belle filière chez nous, hein. C'est une très belle filière qui est importante, une filière à la fois agricole
et sportive, ce qui est vraiment une des caractéristiques principales et quelque chose qui est original, puisque quand on travaille avec les autres productions agricoles, on travaille rarement avec cet être vivant qu'est le cheval, et encore moins c'est les autres sports, puisque la relation avec le ballon est souvent moins intéressante. D'accord. Il faut le dire quand même. Tu as parlé du cadre noir, l'IFCE, alors qu'il ne s'appelait pas ainsi auparavant. Tu as parlé des haras nationaux, tu étais au haras du Pin. Ça s'appelait ainsi les haras. Allez, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est, s'il te plaît, Marion ? Les haras nationaux, historiquement, c'était ceux qui géraient les chevaux, la reproduction des chevaux, au départ pour les chevaux de guerre, bien sûr, et puis ensuite pour les chevaux de loisirs plus, puisque ça s'est démocratisé à ce point-là. Et le cadre noir de Saumur, en fait, formait les militaires pour qu'ils montent mieux à cheval. Donc les deux institutions ont été créées pour répondre à des besoins de guerre initialement. Puis elles ont évolué avec la société, avec la place du cheval au sein de la société. Et puis en 2010, effectivement, le cadre noir et les haras nationaux ont été rassemblés, fusionnés pour former l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui a un nom beaucoup plus administratif. Mais heureusement, on a gardé ces deux marques historiques, magnifiques, qui ont une vraie valeur propre, que les gens reconnaissent, y compris quand ils n'y connaissent rien à la filière équine. Et donc, on les conserve aujourd'hui, on continue à les valoriser. Tu viens de le dire, il y a un prestige. Grâce à ces deux marques, les haras et surtout le cadre noir de Saumur. Nous sommes à Saumur, comprenez-le, dans le 49. Magnifique pays où il n'y a pas que des chevaux, mais moi qui ai passé une nuit à l'hôtel Ibis, allez, on va les citer, il y a des chevaux absolument partout. Cette ville, c'est la ville du cheval, si je puis dire. Il y a ce côté très classieux et il y a ce côté représentation de la France partout à travers le monde, au travers du cheval. C'est le prestige absolu de la France, entre autres. Qu'est-ce que ça fait quand ça fait, allez, depuis toujours que tu travailles ici, tous les matins tu te dis, c'est quand même la classe. Je confirme. Tous les matins quand j'arrive, je me dis, j'ai vraiment une chance inouïe de travailler dans cet établissement, dans ce lieu prestigieux. Je me le suis encore plus dit peut-être quand j'étais en Normandie, au Haras national du Pin, où les bâtiments sont beaucoup plus anciens et donc il y a en plus ce poids de l'histoire qui est plus flagrant. Mais même ici quand même le prestige de l'équitation de tradition française, des écuyers du cadre noir. Et quand on peut dire que on est collègues, c'est un vrai plaisir et les gens sont souvent ébahis. Alors je le comprends parfaitement, moi qui ne connaissais pas plus que ça le cheval, je suis comme beaucoup de Français, tu vois, j'ai fait du cheval dans ma vie, ma fille en a fait, ma fille en fait encore. Et forcément, le cheval a toujours ce côté extrêmement noble. Tu le disais, à la base, c'était pour des besoins de guerre, aussi pour des besoins agricoles. Aujourd'hui, ce sont les besoins sportifs, quelque part aussi. C'est très important. Mais ce qui est fou dans ton parcours, au-delà de la passion, mais on va y revenir évidemment, c'est que tu fais du marketing et de la communication depuis toujours, depuis ta plus tendre, j'allais dire enfance professionnelle, non, depuis que tu travailles. Mais à la base, madame n'a rien à voir avec le marketing et la com'. Madame est ingénieure, mais qu'est-ce qui se passe, enfin, Marion ? Et oui, je suis ingénieure en agriculture, effectivement. J'ai fait l'école à Dijon. Et en fait, pendant mon cursus d'ingénieur, j'y suis rentrée par amour des chevaux, déjà. C'était ce qui avait guidé mon choix de ce cursus. Et je me suis rendu compte que j'avais un autre amour, c'est celui des gens. Ah. En fait, j'ai vraiment, au travers de mon parcours, découvert la sociologie et l'étude, finalement, des gens. Et ça m'a tout autant passionnée que l'étude des animaux, même plus. Et c'est là que le marketing, qui se base beaucoup sur les études sociologiques, pour la compréhension notamment des personnes et des clients, m'a interpellée, m'a plu, et que j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin, et qu'à l'issue de mon parcours, une fois que j'avais mon diplôme d'ingénieur en poche, j'ai pu poursuivre vers un master en marketing qui m'a permis d'approfondir vraiment ce que je souhaitais faire et ce vers quoi je voulais me destiner. Et dans ta famille, ils t'ont pas dit, tes parents ou tes amis t'ont pas dit, mais tu passes d'une école d'ingénieur agricole au marketing, ils t'ont pas dit qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Pas du tout, parce que à eux, j'ai pu partager mes évolutions, mes réflexions, et je les ai assez vite convaincus que c'était un bon choix. Ce choix que tu fais, tu l'avais déjà conscientisé quand tu étais jeune étudiante, ou est-ce que tu t'es dit, je le fais parce que justement j'ai trouvé la passion des autres et essayer de comprendre comment ils fonctionnaient, comment ils réfléchissaient, et puis et puis après on verra où ça mènera, ou sincèrement tu te disais déjà, ouais, je veux faire une vraie carrière dans la communication et le market. Je voulais vraiment travailler dans le marketing et j'avais déjà prévu de solliciter le directeur marketing des Haras nationaux pour y faire mon stage.
que j'avais déjà rencontré une personne qui est aujourd'hui retraitée, mais qui travaillait au Haras Nationaux dans le cadre de mon stage précédent de fin d'études d'ingénieur. Et je vais déjà pris contact. Et donc, très rapidement, dès que j'ai obtenu le droit d'entrer en master, parce qu'il y a une sélection quand même pour entrer en master 2, tout le monde n'y va pas, j'ai été recontactée tout de suite, immédiatement, de manière à ce qu'elle me mette en contact avec le directeur marketing des Haras Nationaux. Et comme j'étais une des premières, du coup, à le contacter, on a assez vite signé pour un stage de fin d'études de marketing aux Haras Nationaux, et ça, c'était le Graal. Alors ça, c'est le Graal, peut-être. C'est le premier Graal pour toi quand tu es gamine. Mais le truc qui est très fort, c'est que après le stage, on t'embauche. Et oui. Magnifique. Et oui. Non mais on est bien d'accord que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, et Dieu sait s'il y en a qui écoutent le décodeur, c'est quand même un chemin absolument incroyable. Je ne suis absolument pas dans le marketing et la com. Je fais un M2 parce que tu y avais pensé. Donc c'est pas du tout le hasard, le fruit du hasard. C'est le fruit de la vie. Tu fais ton stage, mais on t'embauche. Enfin, ça ressemble quand même à un parcours en or. Je confirme, effectivement. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai tombé au bon moment. Une personne qui partait et mon profil qui pouvait plaire, puisqu'on faisait déjà du marketing aux Haras Nationaux, puisqu'il y avait un directeur marketing, mais il y avait plein de choses à développer. Et on est dans une filière et dans une structure notamment où la com et le marketing sont assez intimement liés. D'où le fait aujourd'hui d'ailleurs que mon poste est bien un poste de directrice communication et marketing. Les deux fonctions ont été rejointes en 2016, avant que je prenne le poste, mais peu de temps avant. Ok, alors justement, on va parler de communication, mais on va parler du marketing d'emblée parce que tu viens de l'évoquer. Qu'est-ce que c'est que le marketing de l'IFCE ? Et oui, on se pose la question, pourquoi il y a du marketing dans un établissement public, effectivement. Alors, il y a plusieurs enjeux. D'abord, il y a un enjeu de marque. Puisque comme tu l'as dit, nous sommes évidemment un établissement assez récent, 2010, fusion de deux établissements prestigieux qui étaient le Cadre Noir de Saumur et les Haras Nationaux. On a fait le choix très rapidement de conserver ces marques et de continuer à les valoriser dans leur champ d'action et de valeur. Et puis, on a aussi, à côté de ces deux belles marques, des marques produits qui nous permettent d'être plus directs dans la façon dont on s'adresse à certains clients. Et notamment, on a le CIR, qui est le système d'information relatif aux équidés, qui est l'état civil des chevaux, en fait. Et on en a fait une marque. Ça nous permet aujourd'hui de nous adresser à tous les gens propriétaires, détenteurs ou qui ont des démarches administratives à faire avec les chevaux. Avec cette marque CIR, on a créé une marque qui s'appelle Equipédia. Equipédia, c'est notre outil de diffusion d'informations techniques auprès de tout le monde, vraiment avec un public très très large. Les podcasts que tu connais bien, Laurent, font partie de notre panel d'outils Equipédia. Et on a aussi une marque Equiresources qui est dédiée aux jeunes, vraiment à l'orientation et à la connaissance et à la mise en relation avec les employeurs, entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. En général, les gens sont assez peu conscients de la diversité des métiers que l'on peut exercer dans la filière équine, et notamment des métiers qu'on appelle connexes, comme la communication, le marketing, la comptabilité, le secrétariat, des métiers vers lesquels les jeunes se destinent et qui peuvent relier à leur passion des chevaux quand ils l'ont, pour exercer leur métier dans un milieu de passion. On a une dernière marque qui s'appelle Equimeeting. Donc en tout, on a 7 marques à gérer. Donc ça, c'est une grosse part du marketing de l'IFCE. Equipédia, c'est le Wikipédia de l'équitation pour les professionnels, tout simplement. Voilà, pour les professionnels et même les amateurs, puisqu'on va un petit peu, parfois... bien éclairé quand même. Bien éclairé. Donc, 7 marques. Oui. Il y en a que je ne connaissais pas, tu vois, Equimeeting. J'avoue mon inculture. Ce sont des colloques professionnels, effectivement, à public un peu plus restreint. Ton service fait combien de personnes ? Alors, il y a quasiment que des filles ou est-ce qu'il y a encore un garçon Il n'y a plus que des filles. Au national, on est 5. Vous êtes 5, alors on va saluer Oriane, Anne-Sophie, Bérénice et Vanessa. Voilà, donc des dames, vous l'avez bien compris. Gérer ces 7 marques, dans ton quotidien à toi, c'est énormément de temps. C'est quoi ton quotidien ? Je sais bien qu'aucune journée ne se ressemble parce qu'il y a aussi la communication, il y a aussi la passion et puis il y a aussi la vie, tout simplement. Mais ton quotidien, il doit être quand même bien rempli, n'est-ce pas ? Il est surtout très varié. Voilà. Rempli, ça, je pense que c'est l'apanage de la plupart d'entre nous, quand même, heureusement. Mais il est surtout très varié. Pour gérer les marques, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur d'autres personnes très compétentes au sein de l'établissement. Et notamment, on est 5 à l'équipe nationale, mais j'ai des responsables communication et marketing dans nos gros pôles de production et d'activité. Et il y a une personne en charge notamment de la marque Cadre Noir, en fait, et de toutes les activités qui découlent de cette marque Cadre Noir, Frédéric Mercier. Elle est là depuis longtemps, elle connaît très bien, la gestion de la marque et ce que ça incombe. Et donc, je m'appuie beaucoup sur elle. Et côté Haras Nationaux, qui est une marque qu'on a malheureusement pendant une petite période un peu plus laissée dans l'oubli, qu'on a repris là récemment avec une jeune fille qui est chargée de nos projets de culture et de patrimoine
qui a été recrutée, Chloé, et qui redonne du contenu et du souffle à cette marque, parce qu'en fait, une marque, si on n'a pas de contenu à faire valoir, c'est là qu'on finit par la perdre. Et là, on a plein de belles choses, plein de belles histoires à raconter maintenant sur la marque ARA Nationaux, et c'est un vrai plaisir de voir les gens s'intéresser en plus à ce qu'on produit. Ce qui est absolument pas étonnant, parce que tout le monde connaît le cheval, mais le cheval, au-delà de sa carrure, de sa posture et puis de sa beauté, représente quand même aussi la France. Oui, d'autant plus la marque Les Haras Nationaux à ce titre, parce que les Haras Nationaux étaient présents dans l'intégralité du territoire français, parfois sur des petites stations à proximité, mais donc les gens ont souvenir d'avoir connu les haras nationaux très proches de chez eux. Et ils participaient fortement à la vie des petites communes dans lesquelles ils étaient implantés, parce que c'était vraiment la venue des agents des haras. C'était parfois un événement avec une parade. Et donc, il y a vraiment dans l'univers collectif encore cette histoire des haras, qui n'est plus tout à fait celle qu'on peut mettre en valeur aujourd'hui, mais qu'on continue à conserver. C'est la classe à la française. Vous irez taper haras nationaux, et puis vous irez aussi sur le site de l'IFCE. Vous comprendrez un petit peu mieux les choses. J'en reviens à l'autre marque, justement, le fameux cadre noir. Est-ce que ça n'est pas compliqué de gérer cette marque et d'avoir cet arbre qui est tellement gigantesque, qui est tellement beau, qui représente la classe absolue partout à travers le monde, je le rappelle. C'est pas difficile d'avoir cette marque qui finalement va un petit peu cacher, j'allais dire, la forêt. Allez, mais les 6 autres marques, sincèrement. Alors en fait, la marque Cadre Noir a un public qui est différent des autres marques finalement, avec un public beaucoup plus large, un peu comme les haras nationaux, quand même, là on est sur des publics qui se ressemblent, qui s'adressent vraiment à tout le monde. Et donc c'est pas si compliqué que ça. On a retravaillé notre architecture de marque en 2020, parce que on se posait beaucoup de questions de temps en temps sur quelle marque utiliser pour valoriser tel produit, telles actions. Donc en 2020, on a reposé les choses, on a retravaillé l'ensemble du contenu. On a donc une architecture de marque maintenant qui est très claire, qui nous permet de savoir quand est-ce qu'on utilise la marque pour la mettre en avant, laquelle, pour quel public. Et donc c'est de plus en plus simple. Sincèrement, grâce à ce travail qu'on a pu faire en profondeur, il a fallu parfois aller au-delà des envies et puis surtout des émotions que cela pouvait générer, ces changements. Et on a réussi ce travail. Et donc aujourd'hui, on est assez fiers de pouvoir valoriser les galas du Cadre Noir, de pouvoir valoriser les écuyers du Cadre Noir de Saumur, tout en se disant qu'ils appartiennent à l'IFCE, qu'ils travaillent au sein de l'IFCE. Alors c'est très intéressant ce que tu nous dis là. Il y a quand même, on va dire, un côté militaire du historique, Cadre Noir, tout à fait. Et puis quand on les voit, alors sachez-le, ils sont habillés tout en noir, de la tête aux pieds. Honnêtement, c'est la classe absolue. Quand vous les voyez dans l'IFCE, ils sont belles et beaux. Franchement, il n'y a rien à dire, ça représente la France. Moi, je suis très très fan. Et tu disais, j'ai laissé de côté l'émotion. Vous êtes toutes passionnées, et quasiment tous les gens qui travaillent à l'IFCE sont passionnés d'équitation et de chevaux. Quand tu me dis on a laissé l'émotion de côté, qu'est-ce que ça voulait dire ? Parce que là, quand on est passionné, c'est vrai qu'on peut passer à côté de beaucoup de choses. Quand on remet à plat, quand on refait une architecture de marque, d'une marque aussi prestige, historique, bref, qui représente la France, je ne vais pas encore me répéter, finalement, c'est pas un peu violence ? On est un peu obligé. On est obligé de se faire violence et de voir les autres se faire violence et de les accompagner dans dans ce travail. Quelque part, pour certains, c'est un deuil. On a évoqué le mot de deuil pour la marque des haras nationaux, pas pour celle du Cadre Noir, parce que les haras nationaux, historiquement, c'était la reproduction des chevaux, c'était la propriété d'étalons au service des éleveurs et donc des propriétaires de juments. Ça, c'est vraiment une mission que les haras nationaux n'ont plus depuis 2010, donc depuis longtemps. Et donc, on a parlé de deuil. On a vraiment, dans le cadre de ce travail, à la fois dû aller au-delà des émotions générées et qui sont très différentes chez les uns et chez les autres, puisqu'on était tout un groupe de travail. Des gens arrivaient très récemment dans l'établissement et donc pas tellement concernés par ces sujets-là, d'autres qui étaient là depuis plus longtemps et donc ça les touchait vraiment personnellement. Puisque nous travaillons dans un univers de passionnés et que nous sommes la plupart du temps des passionnés, il est important de dépassionner certains débats. Justement, t'es pas passé pour la méchante avec ton équipe à ce moment-là ? Oui, je suis en effet passée à un moment donné pour quelqu'un qui voulait occulter le passé et qui mettait de côté une histoire qui était importante. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que pas du tout, ça n'avait jamais été mon intention et que j'ai toujours fait en sorte qu'on garde le Cadre Noir et les haras nationaux, les deux marques vraiment historiques. Mais pour moi, il était important qu'on clarifie le périmètre
de chacune d'entre elles pour qu'elles ne se marchent pas dessus, pour qu'on puisse les valoriser réellement l'une et l'autre et qu'on continue à valoriser et à faire monter en notoriété l'IFCE, qui était un de mes objectifs. Justement, cette marque IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, pour toi, qu'est-ce qu'elle représente ? C'est quoi la marque que tu en fais depuis bientôt 7 ans ? Elle représente l'unité. Vraiment, c'est son objectif. Elle représente l'unité, elle représente l'intégralité de la filière. Toutes les autres marques, elles ont une orientation historique la plupart du temps. On avait la chance de partir de zéro. Et finalement, de se dire qu'est-ce qu'on voulait continuer à mettre en avant avec cette marque. Et c'était vraiment cette idée d'unité qui nous a guidés, de manière à se dire on s'adresse à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont un lien avec la filière équine. Et si on dit équine, c'est pas pour utiliser des grands mots. Nous, on travaille pour l'unité de la filière équine et pour qu'elle traverse la société, que la place du cheval dans la société reste importante et qu'elle s'adapte évidemment aux mouvements sociétaux, mais qu'elle reste importante. Donc ça veut dire que ton rôle il est absolument fondamental. La communication et le marketing, c'est pas des paillettes, c'est pas fais-moi une jolie affiche vite fait. On est bien d'accord. Et on a surtout besoin d'un contenu qui soit le plus intéressant possible, sinon on n'a pas grand-chose à dire. On est bien d'accord. Et cette marque-là, l'IFCE, elle est bien plus difficile à défendre, ne nous leurrons pas, que le cadre noir ou les haras nationaux, qui finalement ne sont absolument pas morts et qui revivent grâce à l'histoire. Et ça, c'est aussi grâce à ton équipe. Et je te dis bravo et merci. Mais l'IFCE, finalement, 5 personnes à la com, des directrices et des directeurs de marketing digitaux, par exemple, comme la magnifique Juliette Diligent, qui est déjà passée dans le podcast et qu'on salue, avec lequel j'ai un très grand plaisir à travailler. Mais notre filière équine, sans l'IFCE, elle n'existe pas, ou c'est une espèce d'éclatement qui ne sert à rien. C'est effectivement, on n'aura pas la prétention de dire qu'elle n'existerait pas, mais je suis assez d'accord avec ton terme d'éclatement. On a affaire à une filière qui est très diverse, par la diversité des races que j'ai citées et des usages que l'on peut faire autour du cheval, les courses, le sport équestre, le loisir. On a une diversité de professionnels aussi, et puis énormément d'amateurs attirés par la passion. Et ça, c'est ce qui fait sa singularité, notamment dans les autres productions agricoles, c'est qu'on a beaucoup d'amateurs, beaucoup de particuliers qui sont propriétaires, qui deviennent éleveurs quand ils ont un poulain de leur jument préféré. Et donc, ça en fait vraiment une filière singulière qui a du mal à se mobiliser ensemble face aux défis qui l'attendent. Et c'est là que l'IFCE crée cette unité. Eh bien, encore une fois, l'IFCE rassemble et on a beaucoup besoin, quelque part, de faire union. Particulièrement dans notre monde actuel qui est quand même bien compliqué. En crise. Et pas qu'en France. Je tiens à le rappeler. Les amatrices, tu as dit les amateurs, mais c'est souvent des amatrices, il faut le reconnaître. Il faut être oui, il faut reconnaître, on sait que 80% des personnes qui ont leur licence à la Fédération française d'équitation sont des femmes, effectivement. Et ben voilà, donc rassure-moi, j'espère que les 20% donc, qui sont des messieurs ne sont pas ceux qui dirigent tous. Malheureusement, on a un petit peu ce syndrome-là. On a notamment dans le haut niveau, c'est principalement des hommes. Les cavaliers de haut niveau, il y a qu'à voir les participations aux Jeux Olympiques de cet été à Paris. On a énormément d'hommes. Alors, on remercie là Pauline Basquin, qui est notre écuyer du cadre noir emblématique et qui a participé en dressage cette année aux Jeux Olympiques et qu'on espère continuer à voir poursuivre sa carrière extraordinaire. Et merci à elle d'être une des femmes parmi ces hommes de haut niveau. Surtout qu'elle a été absolument incroyable avec Sertorius qui est donc son cheval et elle a fait Alors on danse de Stromae au JO. Ça a été, alors c'est passé sur toutes les télés du monde. Oui, France Info en a fait une story en fait effectivement sur Instagram et ça a été republié énormément et je crois qu'on a atteint les plus de 15 millions de vues au final, tellement ça a été repartagé. Et ça a été vraiment extraordinaire. En termes de notoriété, c'est très important. Il fallait, c'est là que c'est important qu'on parle bien d'écuyer du cadre noir pour Pauline Basquin, puisque c'est là que la marque se cache. Si on dit juste qu'elle est écuyer, on n'a plus la marque dont on parle d'elle. Donc c'est important de dire bien que Pauline Basquin est écuyer du cadre noir pour que la marque puisse bénéficier de la notoriété de cette visibilité. Je reviens à l'IFCE. Qu'est-ce que vous faites comme action de communication ? Tu m'as dit plein de marques, mais c'est quoi ? Vous avez un rapport annuel que vous sortez, je crois, comme toute structure institutionnelle française. Bon, ça, on va passer. Il y a évidemment un site internet. Il y a un magnifique podcast qui s'appelle Parlons Cheval, produit par Maverick.
Écoute, j'en profite. T'as raison. Tu ne m'en veux pas. Chers auditrices et auditeurs, je mettrai aussi un lien vers Parlons Cheval qui est à plus de 150 000 écoutes au passage. Parlons Cheval, on n'est pas en train de parler poney pour ma fille. On est en train de parler du cheval sous l'angle innovation, sous l'angle scientifique et B2B. Donc vous avez vu 150 000 écoutes. Juliette Diligent, que je recite et que je resalue encore une fois, était venue en parler en janvier. C'est la méga classe et je peux vous garantir que je suis fier comme Artaban du succès de ce magnifique podcast. Bref, excusez-moi pour cette parenthèse personnelle. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais sachez-le, et je te remercie encore Marion d'avoir validé de près ou de loin cette magnifique saga qui dure depuis bientôt 3 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est fait ? Je sais qu'il y a d'autres podcasts sur, par exemple, Equiresources sur les métiers, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Notre service Equiresources, donc, qui est aussi une marque de l'IFCE, a créé une série de podcasts qui s'appelle Un cheval des métiers, justement toujours pour valoriser cette diversité de métiers existants dans la filière équine, puisque les gens ils veulent travailler dans le cheval, souvent sans aucune notion de ce qui peut exister. Et donc, le podcast permet la mise en lumière de témoignages de personnes qui travaillent aujourd'hui dans le cheval et qui peuvent un peu mieux expliquer leur quotidien et les conditions de travail et les études nécessaires pour atteindre ce métier. Et c'est vraiment à destination des jeunes qui veulent s'orienter dans la filière équine. Il y a aussi des vidéos superbes. Énormément de vidéos. C'est un canal qu'on utilise beaucoup pour communiquer, évidemment, pour diffuser de l'information, puisque c'est un canal qui fonctionne. On a un petit point de vigilance sur les enjeux d'éco-responsabilité qui sont très importants à nos yeux et malheureusement, les poids des vidéos que l'on peut produire commencent à être très importants sur les serveurs, surchargent un petit peu les serveurs et nous, les rushs en interne sont compliqués à gérer. Je crois que tu es la première en 4 ans de décodeur à enfin me parler de cette problématique de vidéos qui pèsent lourd, donc qui polluent. Je fais très très court, pardonnez-moi, mais vous le savez. Mais c'est ça. Évidemment, quand on est à l'IFCE, quand on a fait tes études primaires, à savoir l'agro, forcément, on se doute bien que l'environnement, il ne peut que compter. Et on le voit bien à quel point on vit un dérèglement climatique. La semaine dernière à Paris, il neigeait. Bon, là, aujourd'hui, il flotte, mais bon, c'est ainsi. Mais on le voit. C'est pas la peine de se poser des questions. Les climato-sceptiques me font quand même doucement rire. À l'IFCE, on ne peut pas se permettre de ne pas penser à tout ce qui est environnemental. Comment vous gérez ça en termes de marketing et de communication, justement ? C'est vraiment un sujet qu'on partage en plus avec l'équipe. Ce qui est très agréable pour moi, c'est que personnellement, on se sent tous concernés. À la fois par ce qu'on peut faire personnellement dans nos vies, sur les enjeux environnementaux, mais aussi dans notre métier. Donc, notamment, on a suivi un webinaire de l'ADEME sur la communication responsable. On a acheté le guide de la communication responsable que l'ADEME a édité et régulièrement, on y fait référence. C'est un sujet qu'on garde en tête. On n'en a pas fait un objectif majeur pour l'instant, honnêtement, dans notre travail, mais plutôt un fil conducteur. Et dès qu'on le peut, on applique une ou deux petites actions qui nous permettent de nous dire on va dans un sens d'éco-responsabilité de la communication à l'IFCE et de la gestion du marketing. Tu peux nous donner des exemples, au-delà évidemment du poids des vidéos par exemple ? Un exemple assez simple et que les gens mettent en place depuis longtemps, c'est s'assurer que ce que l'on imprime sera bien utilisé. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter d'imprimer, ça c'est rarement utile d'arrêter d'imprimer, il ne faut pas aller dans un excès inverse non plus. Par contre, on s'assure vraiment de l'impression, de la livraison aux bons endroits, en bon nombre d'exemplaires et la diffusion de ces documents imprimés par nos collègues répartis sur l'ensemble du territoire. Ça c'est vraiment un sujet qui est très important. Avant, il faut être honnête, parfois on imprimait, on envoyait et puis on savait que des fois ils jetaient des cartons. C'était c'était quand même vraiment pas très glorieux. Donc là, on a plutôt mis en place un processus de demande des besoins, de recueil des besoins, d'impression vraiment au plus juste et puis surtout de suivi de ce qui est distribué. Donc ça, c'est un exemple assez simple, mais qui fonctionne. On a aussi, puisqu'en termes, il y a l'environnement, mais il y a l'inclusion. Moi, dans l'éco-responsabilité, j'y mets beaucoup l'inclusion. Et on essaye de faire attention à ce que nos documents soient de plus en plus responsables et inclusifs, c'est-à-dire soumis au règlement général pour l'accessibilité et puissent être lus et consultés par des personnes en situation de handicap. Bravo, alors c'est vrai que la mission de service public, elle est là aussi. On le voit beaucoup moins dans les marques, on le voit moins dans le privé. Il faut bien le reconnaître, c'est pas tir à boulet sur le privé, mais c'est la réalité. C'est vrai que les communicants publics, d'une manière la plus large qui soit, sont beaucoup plus, je trouve, ils sont beaucoup plus conscients de ça. Je trouve ça très très beau. Donc encore une fois, si vous ne connaissez pas la com publique ni de près ni de loin et que vous vous dites oh, c'est moins bien qu'aller travailler chez Nike. Et oui, Nike c'est magnifique, ou Adidas c'est très très beau aussi, ou le luxe c'est très beau. Mais n'oubliez pas que le service public
La com publique, c'est pas la Ligue 2 de la communication, je le dis des tonnes et des tonnes de fois, mais c'est encore une fois la réalité du sport. Et il n'y a pas de greenwashing à 2 balles. Tu nous donnais un exemple extrêmement simple sur on imprime au plus juste, on fait en sorte qu'on ne baigne pas les choses, c'est-à-dire qu'on ne foute pas tout ça à la poubelle. Mais en fait, ça commence par là. Oui, ce sont des petites choses qui font au final, je l'espère, des grandes rivières. Ah, moi, j'en suis intimement convaincu. Et puis peut-être un jour, réduire, si tant est qu'on puisse le faire, le poids de vidéos, de ce genre de choses-là. Exactement. Ou même, est-ce que tu as pensé à retirer des vidéos qui sont là depuis trop longtemps sur la chaîne YouTube ou etc. Oui, on a fait l'été dernier un ménage de notre chaîne YouTube. Donc on a effectivement retiré des vidéos qui n'avaient plus lieu d'être, qui étaient soit remplacées par des plus récentes, tout simplement, ou alors qui en plus délivraient un message qui n'était plus celui qu'on avait envie de délivrer. Parce que ça aussi, ça évolue, l'image de l'établissement. Finalement, c'est beaucoup de bon sens, du bon sens terrien, quelque part agricole. Honnêtement, pour le marketing, j'ai très coutume de dire que c'est du bon sens. Il y a beaucoup de gens qui ont très peur du mot marketing, alors qu'en fait, pour moi, c'est du bon sens, c'est de la compréhension des besoins et c'est de la prise de décision en cohérence. Je te remercie. Mais vraiment, merci. J'ai fait une école de commerce, l'ESCRN, donc Rennes School of Business, pas très très loin d'ici. À vol d'oiseau, on veut dire ça, ou à vol de cheval, si je puis dire. Le marketing, c'est simple et ça doit être efficace. Et arrêtons de faire des réunions inutiles sur la com, sur le marketing, ce qui ne veut pas dire que c'est des métiers simplistes, attention, parce que tout le monde a tendance à vouloir le faire bien mieux que nous, tu le sais bien, ça, oui. Marion. Mais très honnêtement, arrêtez de penser qu'il faut faire des stratégies complètement hors sol, d'une stupidité aussi effarante qu'inutile, et qui puisaient très coûteuses, pour n'avoir aucun résultat. Je crois, et tu fais bien de mettre le doigt dessus, c'est que finalement, en matière de RSE, en matière de communication, en matière de marketing, en matière d'inclusion, que ça puisse être lu par tout le monde. Merci. Et pas uniquement nous qui avons la chance d'avoir nos 2 yeux, qui n'avons pas de lunettes ou qui en avons, ou en tout cas, on lit avec nos 2 yeux sans difficulté. Eh bien, toutes ces choses-là, c'est du bon sens. Et est-ce que, la question est très bête, mais est-ce que ta formation scientifique te fait avoir ce côté bon sens terrien ? Alors là, je pourrais pas te dire. Et peut-être qu'elle l'a encouragé. Il y avait peut-être quelque chose initial déjà présent. On va passer à toi, parce que on va parler de ta passion. Alors vous avez bien compris que c'est pas la passion du motoculteur, mais c'est très très rare de bosser, de travailler dans le secteur qui nous passionne. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que tu as l'impression de travailler, Marion, depuis 17 ans que tu es maintenant ici ? Ça dépend des jours. Oui, il y a des jours, je te confirme que je travaille vraiment. Mais effectivement, c'est certainement ce qui me motive le plus, c'est de me dire qu'en plus, je travaille au service d'une filière pour laquelle je suis passionnée. Et d'où vient la passion ? Alors ça, c'est assez classique. J'étais une jeune fille qui aimait les animaux, et notamment les chevaux. Et à 8 ans, j'ai eu la chance de pouvoir aller monter en centre équestre. Et depuis, c'est resté. C'est resté, d'accord. Donc tu montes toujours aujourd'hui ? Je monte toujours aujourd'hui, même plus que pendant une certaine période, puisque les études, les déménagements successifs, les enfants, il y a plein de choses dans la vie qui font que le temps pour soi et pour monter à cheval diminue un petit peu. Et là, il est revenu, mes enfants en font aussi, donc en plus je partage ça avec eux, et donc je m'y suis d'autant plus remise. C'est un vrai plaisir. Donc c'est le kiff total ? Ah oui, complètement. Est-ce que monsieur est fanatique de cheval ? Aussi. Ah ben voilà, donc toute la famille est... Toute la famille est mobilisée autour des chevaux. Donc vous êtes tous picousés au cheval. C'est ça. Il ne travaille pas dans l'équitation ni de frein ni de loin. Non, il l'a fait, mais il plus aujourd'hui. D'accord, donc de véritables passionnés. Donc félicitations. Cette passion, est-ce que finalement, tu as plus ou moins répondu déjà à la question, mais est-ce que cette passion finalement te fait aller plus loin ou est-ce qu'au contraire tu te dis, parce que je connais ton caractère à prendre du recul, tu n'es pas une fonceuse qui ne réfléchit pas, est-ce que la passion te fait avancer plus vite ou est-ce que justement tu freines un tout petit peu la passion pour éviter justement de ne pas avoir suffisamment de vision, le fameux big picture comme on dirait en anglais ? J'essaye d'être très attentive à ça. Parce qu'en fait, comme je te disais, la filière équine, elle est très large, elle est très vaste. Il y a une énorme diversité d'acteurs et de différents usages. Moi, ma pratique, on va dire hebdomadaire, elle est finalement une toute petite part de cette filière équine. Elle est assez classique, c'est la plus courante. C'est la pratique de l'équitation dans un centre équestre, c'est la plus courante. Mais elle est vraiment qu'une toute petite part. Donc j'essaye de toujours faire attention à ce que mon point de vue de cavalière ne soit qu'un point de vue parmi des tas d'autres et que quand on a des décisions à prendre et des sujets à traiter, on soit bien attentif à gérer l'intégralité des points de vue. Tu te fais parfois violence, sincèrement ?
Ça m'arrive des fois, oui, parce que j'ai envie de me dire, ah ben là j'ai vu ça, il faut qu'on évolue. Et non, toujours de me dire, mais non, tu peux pas partir d'un cas particulier pour en faire un cas général. Donc ça m'est arrivé des fois de me le dire effectivement. Et avec l'équipe qui est passionnée, Aussi. évidemment, des fois il y a bisbille justement parce qu'entre passionnés, des fois on oublie un peu la raison, si je puis dire. Ça fait partie de nos sujets. C'est vraiment des choses dont on discute beaucoup, c'est de nous dire, on a tout notre point de vue, comment on arrive à en faire un cas général et comment on arrive à proposer une stratégie qui puisse répondre à l'ensemble des enjeux. Donc finalement, quand tu as pris cette décision de faire un M2 en marketing, qui a changé ta vie, tu as pris la meilleure décision de ta vie, en tout cas une des meilleures décisions de ta vie. Je confirme aujourd'hui, je n'ai aucun regret, et voire même, je pense que c'était un vrai tremplin, oui. Bon, c'est sensationnel. Alors justement, quel conseil tu donnerais à un jeune ou un moins jeune, ou une moins jeune, peu importe, pour travailler dans les métiers de la communication? Pas nécessairement ceux qui sont de près ou de loin dans le secteur du cheval ou le secteur équin, mais quel conseil tu donnes à quelqu'un qui veut se lancer dans nos magnifiques métiers? Moi, je pense qu'il faut qu'il se fasse confiance et qu'il continue dans les études qu'il souhaite faire, puisque finalement, aujourd'hui, je n'ai aucun diplôme en communication, puisque j'ai un diplôme d'ingénieur en agronomie et un master en marketing. Alors, très honnêtement, en marketing, on fait de la communication, évidemment, mais je ne suis pas en mesure de dire qu'en tant que DIRCOM, j'ai un diplôme en communication officielle. Et finalement, ça se passe quand même plutôt bien. Donc, je pense que les jeunes doivent se faire confiance, doivent faire les études qu'ils aiment. Et s'ils ont la chance de pouvoir travailler dans un domaine qui les passionne, c'est une vraie valeur ajoutée, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut, dans tous les cas, se dire que la passion, elle peut rester aussi à côté du travail et que c'était très important de faire la part des choses, d'avoir un bon équilibre vie professionnelle, vie personnelle pour garder une passion. Parce que par contre, vivre sans passion, ça, je le recommande pas. Ah oui, je pense que ça doit être d'un pénible, enfin, on doit s'ennuyer d'une force absolue. Exactement. Ah non, ayez tous une passion. Moi, c'est plutôt la musique. Marion, c'est le cheval. Et puis, il y en a d'autres, c'est le sport ou je ne sais quoi ou qu'est-ce. Mais en tout cas, ayez une passion et vous pouvez parfaitement la combiner avec votre job qui n'a peut-être strictement rien à voir. C'est ça aussi. Il faut bien se dire qu'on veuille faire de la com ou du secrétariat ou n'importe quel métier. En fait, il y en a dans tous les domaines. Donc, il faut avoir la curiosité d'aller poser les bonnes questions, d'aller chercher les personnes capables d'y répondre, évidemment, et notamment d'écouter un podcast comme le Décodeur de la communication. Alors, écoute, je t'enverrai ton petit chèque, comme à l'habitude. Je te remercie, Marion. Je reviens sur ce que tu nous as dit en tout début de conversation, justement. Tu es allé taper à la porte du directeur du marketing des haras nationaux à l'époque. D'emblée. Oui. Il faut être sacrément culotté pour le faire. Oui, alors j'avais la force d'avoir rencontré une de ses collègues, aujourd'hui retraitée, dans le cadre de mon stage de fin d'études d'ingénieur. Et puis, honnêtement, j'y suis pas allée qu'avec du culot. Il se trouve que l'étude que j'avais réalisée pendant mon stage avait été jugée comme une bonne étude et que je savais qu'en allant solliciter cette personne-là, elle avait conscience de ce que j'étais capable de produire et de ce que j'étais capable d'amener. On n'y va pas qu'au culot, on y va aussi avec une capacité d'action qu'on a pu démontrer. Et ça, pour moi, c'est très important. Plutôt que de crier sur tous les toits qu'on est capable de faire plein de choses, le prouver, c'est le plus important. Donc la passion, c'est bien, mais la raison, c'est encore mieux. Exactement. J'ai une dernière question pour toi. Elle est loin d'être facile. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier? Au-delà de la passion, on vient d'en parler, bien entendu. Mais ce que tu adores le plus dans ton métier, c'est quoi, concrètement? Ce que j'adore le plus dans mon métier, c'est de me sentir inclus au sein d'un collectif pour le service public de la filière équine. C'est-à-dire qu'à l'IFCE, on ne travaille jamais tout seul. J'ai mon équipe communication, bien sûr, mais je suis au sein d'un pôle qui s'appelle pilotage stratégique et donc je travaille avec l'intégralité de l'établissement. Et en fait, je passe mes journées, globalement, à interagir avec mes collègues et avec les personnes à l'extérieur de l'établissement au sein de la filière équine de manière à avancer sur des projets communs, à mettre en valeur la filière équine et que les gens puissent la comprendre et s'y intégrer s'ils le souhaitent ou au moins qu'elles répondent à tous leurs besoins. Ce qui veut dire que tu serais dans le privé au COMEX, ce serait l'équivalent. Oui. Que l'IFCE, de ce fait, considère que le marketing et la communication sont fondamentaux. Oui. C'est bien. C'est peut-être trop rare. Et je ne tire à boulet rouge sur personne, que ce soit dans le public ou dans le privé. Mais quelque part, cette chance, tu l'as, mais aussi tu l'as saisie. Parce que je pense qu'en assistant aux réunions et en discutant, comme tu le dis, avec tout le monde dans la filière, à un moment, tu prouves que oui, c'est fondamental. Exactement, parce qu'il faut penser à l'avenir. Moi, je ne pense pas que je ferai la suite de ma carrière. Je n'irai pas jusqu'à la retraite à ce poste, j'en suis convaincue. Et il y en aura d'autres après moi. Et j'ai bien l'intention que cette place soit conservée au sein du comité de direction de l'établissement, aussi importante qu'elle est aujourd'hui dans sa place stratégique, pour les suivantes.
Alors écoute, c'est déjà très altruiste de ta part, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui ont tendance à tirer la couverture à eux, et puis une fois qu'ils sont plus là, ils considèrent que ça n'existe plus, tu sais. J'étais là, j'étais le phénix, et puis maintenant que je suis parti, ou que je suis mort, ou que je suis allé renaître de mes cendres ailleurs, ça n'existe plus, parce que limite, faudrait faire une place, où que tu aies ton nom sur un rond de serviette, ou ton nom sur une chaise. Donc, pour toi, c'est fondamental que la communication reste au cœur et au centre, comme elle l'est, commune, dans une organisation quelle qu'elle soit. Oui, complètement. C'est indispensable. Parce que nous, on ne peut pas communiquer sur du vent, on doit communiquer sur des contenus, on doit communiquer sur des stratégies. Si on ne les connaît pas, si on ne les maîtrise pas, on n'est pas suffisamment force de proposition, ou du moins, elles peuvent pas être aussi pertinentes. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais bien que malheureusement, tu as beaucoup de dircom, qui soient dans le public, dans le privé, qui sont un peu vus un peu à la dernière minute entre deux portes avec un brief. Tiens, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça, la fameuse vidéo petite et vite faite. C'est ça. Ou l'affiche, voilà. Comment tu fais justement pour toi être, allez, je vais employer le terme, incontournable? Au-delà des réunions et du COMEX, en tout cas le comité de pilotage, comment tu fais toi pour que justement les informations arrivent bien à ton service? Là, c'est un beau binôme avec mon directeur. Donc moi, je ne dépends pas directement du directeur général. Il y a un directeur du pôle accompagnement filière et pilotage stratégique entre nous hiérarchiquement. Et j'ai vraiment la chance de travailler en binôme avec cette personne-là, qui est quelqu'un de très humain, convaincu de l'importance de travail que l'on peut fournir, alors qu'il n'y connaît rien, il l'admet et qu'il me fait entièrement confiance sur les stratégies, mais qu'il est convaincu par contre des stratégies qu'on déploie et qu'on met en œuvre, et ça compte aussi. Et ça, je pense que les individus parfois font aussi la réussite, font souvent même la réussite des choses. Donc j'ai vraiment cette chance-là, mais tout en restant réaliste. J'ai toujours des stratégies en me disant si jamais lui s'en va, si jamais le directeur général a une autre position. Donc je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, et j'ai aussi des alliances autres auprès d'autres directeurs, auprès tout simplement des collègues et des agents. Je vais beaucoup à la rencontre des agents sur le terrain pour qu'ils se rendent compte de la réalité de mon métier, de ce que je peux apporter, de l'importance qu'il peut avoir, parce que c'est une sorte de lobbying peut-être, mais je pense que c'est très important de parler à tous les agents. Là, je reviens d'un déplacement de 2 jours dans l'Ouest pour rencontrer tous les agents qui travaillent chez nous dans notre délégation territoriale Ouest, et c'est des moments qui sont extraordinaires. Mais comment elle est prise justement sur le terrain, Madame la Dircom et marketing de l'IFCE? Comment tu es perçue? Alors au départ, ils sont impressionnés et ils me voient. Et puis à la fin des 2 jours, ils ont compris que j'étais tout simplement quelqu'un de très humain, et que par contre j'avais des enjeux stratégiques à leur apporter, des visions d'avenir de l'établissement à leur partager. Et ça, c'est pour moi une action de communication interne, complètement. Et ça leur prouve qu'ils travaillent dans un établissement où, même si on est en direction nationale à Saumur, on comprend bien les enjeux que eux portent sur le territoire au plus près des professionnels. Ce qui veut dire que cette confiance, tu la tisses au quotidien, oui. Sur le terrain, et tous les terrains. Le vrai terrain avec les collègues, tu viens de le dire à l'instant dans l'Ouest, et évidemment au COMEX, pardon d'employer ce terme que peut-être les gens vont un petit peu mieux comprendre. Mais cette confiance, elle tient aussi beaucoup à toi, à ta personnalité. Oui. Et pas que celle des autres. Évidemment, si quelqu'un n'en a strictement rien à faire du marketing et de la com, ça va être difficile de le convaincre ou de la convaincre. Mais quel type tu donnerais, par exemple, à toi qui as une vraie expérience et une vraie expertise, et t'es pas là depuis hier, si je puis dire, donc il y a du lourd. Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui vient de prendre un poste de responsable, des responsabilités ou de DIRCOM? Comment toi tu as procédé tout simplement? J'ai commencé par réorganiser les fonctions communication et marketing au sein de l'établissement, parce qu'il y avait eu la fusion entre les 2 postes était récente déjà, et puis il y avait eu des mouvements au sein à la tête de la direction qui étaient assez récents. Et en fait, j'ai retravaillé sur une organisation. Moi, je me base beaucoup là-dessus, sur qui fait quoi. J'ai redessiné les fiches de poste, j'ai retravaillé les fiches de compétences. Donc, j'ai travaillé avec la direction des ressources humaines pour que tout soit bien intégré dans notre référentiel des compétences, notre référentiel métier. J'ai retravaillé avec les personnes qui étaient déjà en poste ce qu'elles pensaient être le plus pertinent. J'ai retravaillé avec les gens sur le terrain pour savoir ce qui était le plus utile et l'organisation qui leur paraissait la plus pratique. Le bon sens, on y revient.
Et en fait, ça a été un travail important de début de ma prise de poste, mais sur lequel aujourd'hui j'arrive à me reposer facilement. Et les seuls couacs qu'on peut rencontrer, ils sont individuels. C'est-à-dire que malheureusement, dans toute stratégie qu'on peut mettre en œuvre, on a toujours des individus qui parfois viennent mettre leur grain de sable. Mais je ne changerai pas la stratégie parce qu'un individu ne convient pas. Et au bout d'un moment, soit l'individu se contraint un petit peu, soit la vie fait que les gens changent de poste, changent de fonction, quittent l'établissement, et donc on retrouve des bonnes relations avec les suivants. Donc il y a vraiment eu un gros travail au départ pour ça, et je n'ai jamais cherché à le crier sur tous les toits, et j'ai voulu prouver son efficacité avant de pouvoir en faire état aujourd'hui. J'ai l'air d'avoir très confiance dans ce que je dis aujourd'hui parce que je suis en capacité de prouver l'efficacité de ce que j'ai pu mettre en œuvre. Oui, parce que tu as la preuve, tout simplement. Exactement. Les preuves. Mais je te regardais, je faisais de très grands yeux, je me suis dit, mais combien de temps ça t'a pris ? Tous les mouvements, j'ai pris le poste en juillet 2018, on a mis ça en œuvre à la toute fin 2018 parce que j'ai pu recruter notamment Bérénice, qui était un poste que j'ai créé dans le cadre de cette nouvelle organisation. Elle est arrivée en janvier 2019. Donc c'est 6 mois de travail. Oui. Tu gères aussi les autres projets, tout simplement, le marketing, la communication, sortir des campagnes, etc. Bref, le classique. Tu te dis pas, mon Dieu, où est-ce que j'ai mis le doigt ou... Alors c'est passionnant, bien entendu, j'en conviens parfaitement, surtout que quelque part c'est ton œuvre à toi et sans pour autant se la jouer architecte de quoi que ce soit, parce que ta modestie t'honore et vous l'avez bien compris que c'est pas quelqu'un qui a la tête qui passe pas en dessous de la tour Eiffel, si je puis dire. Marion, c'est loin d'être le cas, mais tu t'es pas dit néanmoins que... Putain, mais c'est énorme quand même comme travail. En fait, si, mais je le savais. C'était l'avantage d'être déjà au sein de l'établissement. Je connaissais les difficultés du poste et les enjeux auxquels j'avais à faire face. Donc j'ai postulé en connaissance de cause, on va dire. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont pris, j'étais la seule folle à vouloir venir. Non, c'est pas vrai. Non, mais quelque part, t'es peut-être pas loin de la vérité. Ils se sont dit, il y a enfin quelqu'un qui a les épaules pour s'attaquer à finalement ce que nous on ne veut pas voir ou qu'on n'a pas le temps de voir, tout simplement. C'est plus exactement ça, parce que chacun a ses fonctions à piloter, et ils se sont dit au moins avec Marion, avec sa formation, sa passion, sa double formation, au moins et puis tu étais dans la maison depuis plus de 10 ans, donc quelque part ils te faisaient confiance, tu avais déjà prouvé les choses, mais ils ont dû se dire oui, il fallait quelqu'un, finalement une sorte de manageuse et de conseil interne, si je puis dire consultante au sens le plus noble du terme, c'est ça ? Oui, dans la fiche de poste, il y a bien ce rôle de consultant, effectivement, pour la direction générale, en termes de communication et de positionnement de l'établissement. C'est pas le plus simple du poste, mais effectivement, non, c'était... Alors, attention, parce que je veux pas donner l'impression qu'avant moi, c'était le désastre, absolument pas, et j'ai une énorme reconnaissance envers ce qu'avaient fait les autres personnes qui tenaient les postes avant. Elles avaient construit énormément de choses aussi, parce que ça restait récent, et c'est juste qu'il y avait une situation un petit peu plus problématique au moment où j'ai pris mon poste, mais dont je connaissais bien les contours, je connaissais les gens surtout concernés, puisqu'on a dû accompagner des personnes à quitter l'établissement, ce qui n'est pas simple, mais on a trouvé pour chacune la meilleure solution. Finalement, tu étais une sorte de manageuse de transition, mais qui n'était pas en transition, qui restait. Oui, c'est ça. Je suis restée manageuse de transition, restée. Oh non, moi j'aime bien construire pour l'avenir quand même. J'aime bien voir le bénéfice de ce que je construis. Je trouve ça plus agréable. Mais je te cache pas, et je l'ai déjà partagé en interne, et ça commence à faire 6 ans que je suis en poste, donc je te cache pas que des fois je regarde quand même ce qui peut se faire ailleurs. Ce qui peut parfaitement se comprendre, parce que le challenge était très très difficile à relever, il était haut à relever, et je peux comprendre que quand on se dit maintenant je sais que je peux dormir non pas sur mes 2 oreilles, mais on sait que ça marche, je peux comprendre parfaitement, et ce n'est pas du tout renier ta fidélité et ton amour à l'IFCE, parce que quelque part aussi, quand on est dans une aussi belle maison, on emporte les couleurs, et pas uniquement au travers des t-shirts ou de tout ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de textiles, de tenues, et ça se respecte parfaitement. J'ai ma vraie dernière question pour toi, Marion. De quoi est-ce que tu es la plus fière en matière de campagne, Là, je parle de communication pure et dure. Quelle est la campagne dont tu es la plus fière depuis 6 ans que tu dis marketing et com? Je pense que la campagne dont je suis la plus fière, c'est celle qu'on a menée en 2023, qui s'est aussi prolongée jusqu'en 2024, dans le cadre de notre nouveau contrat d'objectifs et de performance, donc qui est là pour 5 ans, 2023-2027. On a refondu l'entièreté de notre communication institutionnelle. On a une nouvelle signature, on a défini par mission de l'établissement, parce qu'on a d'abord travaillé à ces missions-là pour qu'elles soient plus communicantes, et ensuite on a défini par mission une cible principale, et en fait notre nouvelle signature institutionnelle, c'est l'IFCE est toujours à vos côtés.
Et par mission, on a l'IFCE est toujours aux côtés des acteurs de la filière équine, des partenaires à l'international, des passionnés, des curieux. Et on a vraiment fait un énorme travail de refonte de notre communication institutionnelle qui aujourd'hui est notre socle en fait maintenant pour tout. On l'a décliné en 360, c'est comme ça qu'on dit la plupart du temps. Donc c'est pour ça que ça s'est prolongé jusqu'en 2024. Hein. Et maintenant c'est vraiment une base de travail très importante. Dès qu'on communique sur des produits et sur des services, on le rattache de façon institutionnelle à une mission pour donner le sens. Quelque part on est sur du sens et cette fameuse union dont tu parlais. Oui. Eh bien écoute, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup Marion. Et bien évidemment, tu reviens une 3e fois, une 4e, 5e, 6e ou 1000e fois dans le décodeur, tu es chez toi. Merci Laurent. Alors chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend une femme comme Marion, à la base elle est ingénieure et puis elle fait le choix de sa vie en faisant du marketing et regardez où ça l'amène. Eh bien quand on entend une femme comme ça, 5 étoiles Apple, 5 étoiles Spotify, on s'abonne évidemment au décodeur de la communication. Et puis je vais vous souhaiter une très bonne journée parce que je suis à Saumur et que moi, il faut que je retourne faire d'autres podcasts pour l'IFCE. Et oui, la vie est ainsi faite. Marion, je te remercie, c'était génial. Merci à toi. Ciao, ciao.